N'écrivez surtout pas de fiction, d'abord parce que vous préférez vivre et l'écriture ne constitue pas un modèle viable. L'adjectif viable est intéressant. Au dire de gens de plus en plus nombreux à s'alarmer, le verbe risque bientôt de signifier survivre. Nous avancerions à vitesse grand V et en marche arrière vers la haute barbarie, dans une planète ravagée où les livres seraient bientôt comme les secrets perdus du verre de l'Antiquité. On mettra des siècles à en redécouvrir la formation et l'usage, comme disent les grammairiens. Dit autrement, envisager d'écrire un livre en 2000 quelque chose, ce sera bientôt comme de commencer une séance de méditation zen à l'intérieur d'un cinéma en flammes, le monde. Mais bon, vous persistez, vous écrivez sur les thématiques qui vous est chères. Nous devons à ce moment-là envisager deux cas de figure. Ou ça marche comme vous voulez, ou c'est compliqué d'arriver à vos fins. Commençons par le second cas de figure, le plus usuel. Un an de travail, ou duquel, par malheur, vous recevez 50 réponses, mails ou lettres de refus stéréotypées. Est-ce que c'est viable, ça? Et puis rappelez-vous, 50 manuscrits postés, c'était un budget, non? Au niveau estime de soi, ça met KO. Comme de perdre 5 fois de suite aux échecs quand on est un passionné d'échecs. Certains ne s'en remettent jamais. Parce que c'est vrai. Et ce sera terrible le jour où, 6 mois après avoir été à la poste avec tous vos espoirs, vous recevrez le 10e courrier de 5 lignes disant que, en dépit de qualité certaine, blablabla, nos impératifs de publication, blabla, non. Vous auriez préparé un CAP de cuisinier. Une telle conversion vous aurait rapporté des copains. Et en plus d'avoir relevé un défi concret, vous pourriez maintenant acheter des cadeaux de Noël à vos mouflets. Mais bon, ça c'est pas grave. Vous continuez de douter de mes conseils. N'écrivez pas. Et surtout, n'écrivez pas de fiction. Les auteurs comme Kafka ou Ruben Fonseca n'ont jamais trouvé d'éditeur à leur mesure. Là se pose une question toute bête. De quelle manière continuerez-vous de croire en ce que vous écrivez si, par exemple, vous maintenez le cap et décidez de repartir pour un an de travail sur un autre titre? Il y a deux possibilités. Ou vos espoirs vous placent dans la position du résistant de 1943, lequel refuse les théories antisémites en vogue chez ses voisins, chez ses amis, dans sa famille, quitte à être le seul à ne pas être dans l'erreur. Et ce ne sera qu'en 1944 qu'enfin le groupe social lui donnera raison. Si, comme lui, vous persévérez avec vos textes dont on se moque, il s'avérera un jour de libération qu'il était juste de le faire. Il existe cependant une deuxième possibilité beaucoup moins riante. Vos espoirs, votre foi en votre manuscrit partout refusé, vous place ni plus ni moins dans la position du Vatican. Filez la métaphore avec une autre métaphore. Vatican qui, contre vents et marées, vent de petits secrets coupables et marées de désastres au jour le jour, continue de croire aux vertus du célibat des prêtres. La tête du catholicisme garde espoir, elle tient bon, mais elle s'enferme. Donc comment savoir si, comme les résistants, vous continuez la lutte avec raison, ou si, comme Rome, vous pataugez dans l'erreur en niant l'évidence? Si vous voulez pas vraiment le savoir, vous avez déjà compris qu'à cause de l'écriture, vous passez à côté de votre vie. Parce que, et relisez Gatsby le Magnifique, on ne peut pas organiser la fête et faire la fête, tout comme on ne peut pas raconter et vivre en même temps. Manger un chewing-gum et marcher dans la rue, oui. Vivre, vraiment vivre, et prendre des notes, non. Résistant, Vatican, succès, déconvenu. En attendant, avançons. Votre manuscrit est là, et comme en l'état personne n'en veut, vous faites quoi? Vous vous dites, je suis pas la mort, que la vie, ce mot, que la vie continue, et vous avez raison, parce que des solutions s'offrent à celui qui n'a convaincu aucun lecteur, aucune lectrice de maison d'édition. Je reviendrai, avec gourmandise, dans un autre épisode, sur ce maillon de la chaîne, joli mot, chaîne de l'édition, qui est un lecteur ou une lectrice chez tel ou tel éditeur, avec ses petites fiches et ses drôles de manies. Quelles sont ces solutions? Sachez tout d'abord que les épreuves de rattrapage vont vous demander d'autres qualités que celles attendues d'un écrivain, aux antipodes même. Et qu'au niveau financement, par exemple, ce n'est pas viable du tout de publier, de diffuser soi-même ces machins. Au niveau moral, de surcroît, ça plombe très vite de s'apercevoir qu'on raque pour du vide. L'argent, il faut en parler un peu, l'argent permet de vivre, permet parfois de mener la grande vie même. Mais ce n'est pas votre cas puisque vous écrivez. Et là, vous allez devoir payer pour le faire.
Déjà qu'au niveau temps, pendant les vacances par exemple, Bobonne vous trouvez un peu chiche, et que les week-ends avec les gosses étaient toujours un peu raccourcis parce que vous passez votre temps face à un clavier, voilà qu'en plus les cadeaux d'anniversaire vont faire triste figure. Vous seriez un drogué, il y a des hôpitaux pour ça. Malheureusement vous écrivez. Bon, on s'en fiche. Vous avez la passion et vous avez décidé de faire vous-même le métier d'éditeur. Rien de neuf sous le soleil, car cette autopromotion vous inscrit dans certaines traditions et, prenons un exemple exotique, celui de la littérature de cordel au Brésil. Ces promoteurs étaient à la fois des poètes, des imprimeurs, des compositeurs, des improvisateurs et des vendeurs. Ils écoulaient leurs folietos dans les foires et vous allez bientôt faire la même chose dans cette grande foire qu'est Internet. Notons que cette littérature de cordel a pu être l'exaltation d'un personnage appelé le cangaceiro. Et bon sang, combien notre actualité aurait besoin de ce genre de héros concret. Mais revenons à vous. Vous êtes un optimiste, Bobonne vient de partir avec les gosses, et vous allez employer votre temps et votre argent de façon égoïste, mais vous vous dites que vous pourriez aussi bien entretenir une danseuse ou élever des chevaux. Notons que si l'on cherche à considérer le résultat probable de votre démarche d'auto-éditeur, objectivement, puisque les grandes maisons parisiennes n'arrivent à vivre, à toucher le grand public, ce mot, qu'avec des subventions, et qu'elles passent le plus vite possible par d'autres médias que l'écrit, le Hérisson Livre 2006, le Hérisson Film 2009, votre tentative est dès le départ vouée à l'échec. Vous le savez, mais au moins votre voisin de palier pourra désormais vous chercher sur Google et il parlera de vous autrement. Donc allez-y et bonne chance. Acquérez d'autres compétences, échangez à tout va avec des lecteurs passionnés qui ont des blogs, vous serez bientôt référencé dans plein d'endroits. Est-ce que ça fera avancer le truc? Bah non, mais l'espoir fait vivre. Mon conseil au passage, essayez de ne pas déprimer après une année ou deux à nourrir le truc, comme un comédien qui louerait un théâtre le matin, s'y filmerait l'après-midi devant une salle vide et des applaudissements préenregistrés. Mon conseil au passage numéro 2, surtout ne devenez pas amer. Pourquoi? Eh bien parce que d'être publié, c'est souvent encore moins viable que de n'être pas publié. Je m'explique avec un exemple comparatif. Un cabriolet de luxe, au quotidien, ce n'est pas viable. Et envisagez votre titre en librairie, eh bien c'est pareil. Lorsqu'un badaud voit passer un bolide italien pour n'en avoir jamais possédé, il se dit « Wow, la chance !» Mais c'est-il seulement le prix d'une pièce détachée de moteur, avec 6 heures rien qu'en démontage? C'est-il la quasi-impossibilité de faire de longues distances, les contorsions au péage, le bruit d'une voiture décapotée dans un tunnel un peu long? Non, il n'en sait rien, il guigne. Mais bon, un livre avec votre nom sur la table de chevet de toute la famille, voilà votre Graal. Et en particulier à côté de nouveaux lits de Bobonne qui à ce moment-là regrettera bien. Alors, pour votre édification, on va maintenant voir le second cas de figure, ce qui se passera quand, ce qui se passerait si votre histoire avec un éditeur ne s'était pas terminée par une lettre de refus. Spoiler, ce sera un coup de fil ou un mail, et souvent plusieurs éditeurs vous diront oui en même temps. Mais je vous le répète, et la répétition est une figure de rhétorique napoléonienne visant à l'efficacité, je le répète, mon conseil reste le même, n'écrivez surtout jamais de fiction. Pourquoi? Parce que si le portail s'ouvre, c'est celui d'un champ de mine, et il reste devant vous, disons, une petite série de tracas à ne pas sous-estimer. En réalité, les vrais problèmes commencent. Petite question préalable. En cas de réédition, pourriez-vous jamais reprendre votre texte enfin en librairie, dans lequel, au bout de quelques semaines, vous aviez vu 5 erreurs par page? Bah non, parce que le texte, en fait, il n'est plus à vous. Mais ceci est une broutille à côté de plus gros problèmes, et non, ceci ne concerne pas les avaloirs. C'est quoi les avaloirs? En 2 mots. Il s'agit d'une somme d'argent, souvent avec un tarif horaire proche de celui de l'esclavage en Chine actuelle, que l'éditeur vous fait parvenir. Dans les faits, il vous défraiera parfois, mais il ne vous payera jamais un premier texte. Dans le meilleur des cas, il se pourrait que vous receviez une somme permettant d'acheter des viennoiseries, comme dit un humoriste que j'aime bien. Non. Les avaloirs non plus ne sont pas la pire des déconvenues qui attendent l'auteur édité. Pour ma part, je considère que le temps qui passe sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour faire avancer votre bouquin, c'est ça le pire, à mon sens. Vous aviez au départ des gens enthousiastes, au téléphone 2 fois par semaine, et puis 15 jours sans contact, et puis 1 mois sans contact, et puis 2 mois.
Et puis un matin, votre livre n'est plus dans les rayonnages des libraires. Mais bon, je pioche au hasard dans le pot en merde rempli qui attend tout auteur méconnu. Ah, séance de signature. Comme c'est intéressant. Sachez d'abord que si vos finances n'étaient pas au beau fixe, hormis le gain de 3 petits fours et de 2 coupettes, le bénéfice de la journée risque fort d'être grevé par une séance de psy à prévoir. Je serais étonné que vous en reveniez le moral au beau fixe. Dans le détail, une attachée de presse vous y a accompagné, et vous découvrirez très vite qu'elle s'y connaît en littérature comme elle s'y connaîtrait en clous si elle vendait des clous. Ou bien, vous avez eu la chance de taper dans l'œil d'un petit éditeur, alors ce sera le petit éditeur himself qui vous y cordacra comme un maquereau fier de sa dernière protégée. Et alors dites, l'heure indiquée sur les cartons d'invitation postés la veille ou presque, vous vous retrouverez assis à une table avec une pile de votre manuscrit enfin devenu un bouquin. Premier coup d'œil autour de vous, vous avez du temps à perdre, vous vous trouvez dans une librairie et des bouquins, il y en a des centaines sur les rayons. Des centaines et bientôt le vôtre, ça fait que s'il y avait dans votre champ de vision 1507 livres, il n'aura dans quelques heures 1508. Ouais, et alors? Parlons maintenant des gens venus assister à la signature. La plupart, ce sont des faux. Je veux dire, ce sont juste des copains du libraire abonnés, des kidams qui seront là à chaque séance, surtout s'il pleut. Et puis, il y a les copains à vous, avec leurs réactions sirupeuses, leurs réactions que vous connaissez déjà. En outre, il y a les copains de l'éditeur, ceux qui sont libres ce jour-là. Et puis, les copains du copain journaliste qui a pondu, comme il le fait à chaque coup, une critique reprenant à peu près ce que le dossier de presse disait qu'il fallait dire. Le reste, eh bien le reste, ce sera une petite dizaine de pèlerins qui ont effectivement acheté votre livre et qui vous en diront n'importe quoi, et à qui il faudra quand même se creuser pour écrire une dédicace qui restera. Est-ce que c'est viable tout ça? Si vous aviez mis sur le marché, je sais pas moi, un vélo, vous imaginez une telle mascarade? Non. Résumons-nous. En un mot comme en 100 000 caractères, l'écriture n'est pas un choix de carrière viable. Si vous le voulez, changeons de perspective. Vous avez gagné à la loterie de l'éditeur Miracle et il investit sur vous avec un budget PLV conséquent. PLV, c'est publicité sur les lieux de vente. Il investit sur vous parce que vous êtes une fille de président socialiste, par exemple, ou par copinage ou autre. Une question. À quoi bon tout cela? Regardons ensemble au dos d'une édition d'Ernest Flammarion, éditeur, datant de 1927. Il y a là une liste des dernières publications maison. Copains, coteries, dispositions favorables de tel comité de lecture et, résultat, qui aujourd'hui a lu de Thérèse de Marignac, dite Tétribli, Bouboule ou une cure à Vichy, qui a lu le harem éparpillé de Frédéric Boutet, qui a lu de Louis de Robert, Ni avec toi ni sans toi. Sérieusement, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? En réalité, 95% de ces auteurs fêtés à l'époque sont directement atterris dans les poubelles de l'histoire de l'édition. Est-ce que tous ces gens n'auraient pas été plus épanouis en allant pêcher la ligne, ou plus utiles au groupe, notamment une formation de secouriste? Mais bon, votre livre est différent, poursuivons, vos machins vont casser la baraque, et vous allez percer 3 000, 4 000, allez 30 000. Une question. Encore une fois, à quoi bon tout ça? Vous allez percer dans quoi au juste? Vous voulez devenir le conquérant des ruines, c'est ça? Non. La planète va mal, et au lieu de ça, vous proposez quoi? Une distraction de plus. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Ne serait-il pas mieux qu'au lieu d'écrire, vous vous retroussiez les manches et vous trouviez le moyen de toucher un public, je ne sais pas, par le net, par des réunions de quartier, par l'invention d'un nouveau journalisme, par des débats, des conférences, est-ce que je sais? Je répète, ce ne serait pas mieux que vous laissiez tomber vos petites velléités scribouillardes et que vous trouviez un média qui permette à vos idées de faire avancer les choses dans l'efficacité. Ça y est, je vous ai convaincu? Vous laissez tomber les livres? Je ne sais pas, moi, essayez le dessin. Le dessin, c'est viable. N'écrivez pas, dessinez. Là encore, vous serez peut-être le Van Gogh du XXIe siècle, mais ça vaudra mieux que d'être le Louis de Robert de 2000 quelque chose. Puis, en plus, les machins seront-ils, au jour le jour, épanouissants? S'ils ne le sont pas, ils seront rapidement remplacés par d'autres machins, si vous peignez vite, mais au moins vous vivrez le truc, vous vivrez du truc, vous vivrez avec lui, vous vivrez grâce à lui. Le dessin, c'est viable, au sens où vous avez tout de suite un retour. Vous ne restez pas enfermé des milliers d'heures devant un écran, sans autre avis que ceux de
gens dans le secret qui sont par définition déjà d'accord avec vous. Vous dessinez, c'est plus simple. Et quand vous sentez que vous tenez enfin quelque chose, vous descendez à la terrasse des cafés, vous passez 4 heures à vendre vos productions, et en fonction de ce qui marche ou non, libre à vous d'adapter ou non votre palette. Vous démarrez dès que vous le voulez vraiment. Les gens qui achètent vos machins sont des gens qui ne grenouillent pas dans le milieu de la peinture, un œil sur leur propre désillusion et l'autre sur le peu de notions de marketing qu'ils ont appris sur le tas. Et puis, rien ne vous empêche d'apprendre la lithographie. Si l'aventure mai 68 redémarre, vous placarderez au mur près de chez vous de jeux d'illustration de vos convictions. Vous n'aimez pas dessiner? Il vous reste la musique. La musique aussi, c'est viable, comparativement au livre. Parce que là encore, pas besoin d'attendre des mois que vous ayez fini. Pas besoin d'avis de spécialistes qui reçoivent 100 propositions par semaine. Non, vous descendez un samedi au bistrot du coin, la fête de la musique, où on trouve des gens comme vous et moi, et en 10 minutes, vous avez compris, à leur réaction, ce qui marche et ce qui ne marche pas dans vos créations. De plus, si personne ne lit plus aujourd'hui, la musique, ça s'écoute, et partout. On en met à toutes les sauces dans les pubs, les films, les supérettes, les ascenseurs. Et de surcroît, si vous sortez un machin viable, c'est le pied à l'étrier. Et si vous ne composez qu'un seul et unique titre, vous ne serez plus jamais un chauffeur de taxi qui compose, un boulanger ou un prof qui compose, mais un artiste. Donc n'écrivez pas, ou bien écrivez sous la houlette de ce qui marche. Des dialogues de cinéma, des paroles de chansons, là oui, on aura besoin de vous. Et puis là, surtout, en 2 minutes, on vous dira si votre travail a une quelconque valeur, ou n'en a pas. Vous serez sous-off, mais sous-off au front. Et c'est plus utile que d'être général dans quelques obscurs bureaux de ministère. Voilà. Écrire de fiction, ce n'est pas fiable. Et en plus de vous distraire de ce qui devrait vous préoccuper, vous et vos lecteurs, agir pour redresser la barre, travailler à des lendemains meilleurs, à une société où les gens ne prendront plus leur corps pour de simples murs à graffiti, par exemple, où ils seront ce qu'ils font plus que ce qu'ils sont ou ce dont ils ont l'air. Vous écrivez, vous avez tort, et vous vous condamnez à vivre dans notre actualité comme une sorte d'ornithorynque. Et je rappelle au passage qu'il s'agit d'un des seuls mammifères venimeux. On rétorquera, vous écrivez bien vous. Ce n'est pas un argument. Quand j'ai commencé, la planète n'était pas à l'heure d'une fin de civilisation. Et puis, si je disais, vous ne devez pas donner dans la malbouffe, et ainsi vous éviterez un cancer, est-ce qu'il se retrouverait des voix pour me dire, ah, vous êtes bien en chimio toutes les semaines, vous? Oui, j'écris. Mais c'est peut-être là le principe du conseil. Si je regarde les ruines derrière moi, les larmes derrière moi, ce n'est pas la gloire. J'ai rendu beaucoup de gens malheureux, j'ai mal vécu ce que j'ai vécu à cause de l'écriture. Et j'aurais pu tellement faire plus utile, justement. Je le répète, n'écrivez pas de fiction.